C'est quand même une question fascinante quand on y pense. Pourquoi un adulte parfaitement responsable, tu sais, quelqu'un qui paye ses impôts, qui respecte la loi en général, il devient soudainement incapable de respecter une simple limitation de vitesse sur le chemin du travail? Ouais, c'est un vrai paradoxe. Et la réponse à cette contradiction se trouve, aussi étonnant que ça puisse paraître, du côté de la queue d'un chien. De la queue d'un chien. Alors ça, c'est une image pour le moins inattendue. C'est clair. C'est l'analogie assez frappante qui ouvre le chapitre 7 du livre de Sayed Abdolhakim. Le fameux livre Rargarcé et Exaïnik. Exactement. Et ce chapitre 7, il s'intitule La fenêtre qui se ferme à 14 ans. Et c'est là-dessus, et uniquement là-dessus, qu'on va se concentrer pour notre décryptage d'aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de comprendre pourquoi nos habitudes sur la route sont quasiment impossibles à changer et pourquoi tout se joue bien avant d'avoir le droit de toucher un volant. C'est tout l'enjeu. Et pour revenir à notre fameuse image du chien, le livre cite un vieux dicton. Imagine qu'on prenne la queue d'un chien qui est naturellement courbé, Ouais, et qu'on l'enferme dans un tuyau en métal bien droit, pendant 14 ans. d'accord, je vois le genre. Au bout d'un moment, à l'œil nu, on pourrait croire que la queue est devenue parfaitement droite, que la nature de l'animal a changé. Sauf que j'imagine que le jour où on retire ce tuyau métallique, la queue reprend instantanément sa forme d'origine. C'est exactement ça. Le redressement, il était purement superficiel. La tension interne, les muscles, tout ça n'a jamais adopté cette nouvelle forme. Le tuyau imposait une posture artificielle. Mais au fond, ça n'a rien transformé du tout. Et c'est pas juste un dicton populaire en fait, c'est vraiment la traduction exacte de ce que la neuroscience observe sur la formation de nos habitudes. Absolument. Ça illustre comment notre cerveau crée et fige ses propres tuyaux comportementaux, si on veut. L'auteur explique qu'on a une fenêtre temporelle très précise pour intégrer des changements profonds. Et cette fenêtre, elle commence à se fermer autour de l'âge de 14 ans, c'est bien ça? Je trouve ça super jeune finalement. C'est jeune, oui. En termes de neurosciences, on parle de plasticité neuronale. Avant l'adolescence, le cerveau est comme une éponge. Il est dans une phase d'acquisition massive. Il absorbe tout ce qu'il voit. Voilà. Il copie les schémas autour de lui pour construire son propre système de survie. Et puis, autour de 14 ans, il y a ce qu'on appelle un élagage synaptique. Un genre de grand ménage de printemps dans le cerveau. C'est un peu ça. Le cerveau fait le tri. Il consolide les connexions neurologiques qu'il utilise le plus et il fige cette architecture pour être plus efficace. Donc, les comportements qu'on a enregistrés jusque-là, ça devient notre configuration par défaut. Exactement. La configuration par défaut. Alors attends, décortiquons ça avec une situation du quotidien, parce que ça me fait penser à quelque chose. C'est un peu comme le paramétrage d'un nouveau smartphone. Ah oui, l'analogie du téléphone, c'est très parlant. Bah oui, tu sors le téléphone de sa boîte, lors du tout premier allumage, il te demande de choisir la langue par défaut. C'est super facile, ça prend littéralement une seconde. Et c'est réglé. Voilà. Mais si tu décides de changer cette langue fondamentale des années plus tard, c'est juste un enfer. C'est clair. Le système entier résiste. Carrément. Tu vas fouiller dans les sous-menus, tu modifies les réglages, mais il y a toujours, je sais pas, une application tierce ou une notification qui reste bloquée sur l'ancienne langue. L'ancien paramètre est tellement incrusté que ça crée des bugs. Eh bien, modifier une habitude après 14 ans, c'est la même logique. C'est pas impossible, biologiquement parlant, mais ça demande un effort cognitif monstrueux. C'est pour ça que la prévention routière pour les adultes, ça fonctionne si mal en fait. Mais oui. Les campagnes de pub à la télé, la peur des amendes, ça tente de redresser avec des mots une queue de chien qui a déjà pris sa forme depuis l'enfance. Le tuyau de la loi essaie de forcer un truc que le cerveau n'a pas encodé. Et ça soulève une question super importante sur le timing. Si cette programmation de base, elle se cristallise à 14 ans, donc bien avant l'âge de passer le permis de conduire, où est-ce qu'on apprend tout ça? Bah ouais, parce qu'on donne pas le code de la route à lire à un gamin de 8 ans. Exactement. Alors, elle est où, cette fameuse salle de classe? Eh bien, Sayed Abdou Hakim pointe un endroit auquel on pense jamais. Le siège arrière de la voiture familiale. C'est là la véritable salle de classe de la sécurité routière. Le siège arrière, c'est fou de voir ça comme ça. Et le parent, c'est l'instructeur principal. Il donne une masterclass quotidienne sans même prononcer un seul mot. C'est fascinant parce que ce programme éducatif silencieux n'a rien à voir avec les règles officielles en fait. L'enfant, depuis l'arrière, il observe tout en continu. Il scanne tout. Il n'écoute pas ce que le parent dit de faire. Il regarde ce que le parent fait réellement. Voilà. Il enregistre l'action. Est-ce que papa boucle sa ceinture avant de démarrer ou est-ce qu'il démarre et la met après? Est-ce que les yeux de maman restent sur la route au feu rouge ou est-ce qu'elle check son téléphone? Et à l'âge de 10 ans, toutes ces petites observations mises bout à bout, ça permet à l'enfant de se faire une idée très claire de ce qui est normal. Et la norme,
C'est pas la loi, c'est le comportement de l'adulte de confiance. Exactement. Et à 14 ans, boum, cette normalité devient un réflexe cognitif. C'est une transmission intergénérationnelle de la culture routière, purement et simplement. Bon, par contre, là j'ai envie de me faire l'avocate du diable, parce que dans la vraie vie, il y a des nuances. Imaginons un parent super responsable. D'accord, je t'écoute. Un jour, il décide de pas mettre sa ceinture juste pour aller chercher du pain à la boulangerie à 2 minutes de chez lui. Le parent n'a pas du tout l'intention de donner un mauvais exemple. Il fait juste un calcul de risque rapide. Voilà, il se dit que le risque est nul. Est-ce que ce petit trajet de rien du tout, ça va vraiment effacer toutes les heures qu'il a passées à dire à ses enfants d'être prudents? Alors, de notre point de vue d'adulte, l'intention est super importante. Mais le livre est hyper catégorique là-dessus. L'intention dans la tête du parent, elle n'existe tout simplement pas pour l'enfant. Il n'a pas le décodeur pour ça. C'est ça. Son cerveau se contente d'enregistrer l'action physique. Il voit juste le fait brut, la ceinture n'est pas mise. Exactement. Et cette action, elle devient une autorisation silencieuse. L'enfant se dit « Ah, d'accord, sur les petites distances ou si on connaît bien la route, les règles de sécurité ne s'appliquent plus. » Oh là là, c'est puissant. Et cette exception s'inscrit dans sa tête bien avant qu'il comprenne ce qu'est une statistique d'accident. C'est la répétition de ces petites entorses qui est terrible. En fait, l'enfant traduit la nuance de l'adulte comme une permission officielle de tricher avec les règles. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça m'amène à une distinction vraiment géniale du chapitre 7. L'auteur fait la différence entre accompagner un enfant et le superviser dans l'espace public. Ah oui, et la frontière entre les deux, elle se joue sur quoi? 30 petites secondes d'attention. C'est dingue. C'est la différence entre être là physiquement et transmettre vraiment une info. Par exemple, un parent qui marche dans la rue avec son gamin, mais qui tape un SMS. Là, il ne fait que l'accompagner. Son corps sert de bouclier, ok, mais son cerveau est ailleurs. Et la conclusion logique de l'enfant qui observe ça, c'est quoi? La route ne demande pas d'être concentrée à 100%. Alors que la supervision, ça demande de rompre ce silence. C'est s'arrêter 30 secondes pour verbaliser le danger. Mettre des mots sur l'analyse de risque. C'est ça. C'est dire, attends, on s'arrête ici. Tu vois le mur là-bas? Il nous bouche la vue. Un vélo pourrait arriver super vite et on ne le verrait pas. Donc on va avancer tout doucement. Et c'est vraiment intéressant parce que cette méthode de verbalisation, on la retrouve partout. Pense à la cuisine, c'est exactement pareil. La cuisine? Vas-y, développe. Accompagner un enfant en cuisine, ce serait de le laisser s'asseoir sur un tabouret pendant que tu coupes des légumes à toute vitesse. Il voit le couteau aller vite, il voit le résultat, mais la technique de sécurité, elle est invisible pour lui. Il va vouloir imiter la vitesse, mais sans avoir la bonne position des mains. Exactement. Il va se couper direct. Alors que superviser, c'est poser le couteau, prendre 30 secondes et dire « Regarde bien ma main gauche ». Je replie le bout de mes doigts, comme ça, la lame glisse sur mes phalanges et je me coupe jamais. En fait, la narration rend le danger visible et donne la solution. Voilà. Et sur la route, ces 30 secondes de narration, répétées des centaines de fois pendant l'enfance, ça construit un véritable instinct de survie. C'est pas juste obéir bêtement à un panneau de signalisation. Non, le cerveau de l'enfant associe physiquement une action à un risque potentiel. Ça crée un réseau neuronal qui va s'activer tout seul, par réflexe, des années plus tard quand il sera au volant. Et le livre explique que ce pouvoir de verbaliser, ça crée une bascule complètement folle dans la dynamique familiale. Parce que si l'enfant est une éponge qui absorbe les bonnes habitudes, que se passe-t-il quand il commence à parler ? Ah, ça c'est la meilleure partie. Les enfants deviennent des vecteurs de changement implacables. Ils finissent par faire la loi à la maison. J'adore l'idée. Imagine la petite voix depuis le siège arrière qui lâche un « Papa, mets ton casque !» ou « Maman, tu roules trop vite !» Ça a un impact psychologique qu'aucun radar automatique n'aura jamais. Mais l'auteur précise bien qu'il faut 3 conditions pour que ça marche. Un langage simple, la permission et le renforcement. Oui, le langage simple, c'est facile. Des phrases factuelles, pas agressives, qu'un petit peu mémorisées. Mets ta ceinture, tout simplement. Mais la permission, c'est quoi exactement alors ? C'est l'autorisation explicite de l'adulte de briser la hiérarchie. Le parent dit à l'enfant qu'il a le droit de pointer une erreur de sécurité sans se faire gronder pour insolence. Sans se prendre un « mêle-toi de tes affaires ». Exactement. Sans ce droit, la peur de l'autorité bloque l'enfant. Et le 3e point, le renforcement. C'est l'adulte qui prouve par l'action qu'il écoute. L'enfant fait la remarque, l'adulte lâche son téléphone ou met sa ceinture. Il valide l'intervention. Psychologiquement, c'est l'arme absolue pour contourner les défenses de l'adulte. Parce que notre ego déteste l'autorité de la police. Face à un flic, on a toujours une excuse bidon. On râle, on trouve que c'est injuste, l'amende nous frustre. Mais on se remet rarement en question. Ouais, enfin, je me pose quand même une question. C'est pas un peu agaçant à la longue ? Un gamin de 7 ans qui te fait la morale tous les matins dans les bouchons.
L'adulte risque pas de se braquer, de se faire infantiliser par quelqu'un qui sait même pas faire ses lacets? Le risque existe, bah oui, mais il est souvent désamorcé par le côté émotionnel du truc. Quand l'enfant demande de mettre la ceinture, il donne pas un ordre. L'adulte le reçoit comme une peur de l'abandon. Ah, je vois, protège-toi pour rester avec moi. C'est exactement ça. L'enfant exprime son besoin que l'adulte reste en vie. C'est perçu comme un acte d'amour profond, pas comme de la rébellion. Et face à la vulnérabilité de son gamin, l'ego de l'adulte y fond. Complètement. Et la répétition fait le reste. Le livre donne une stat géniale. Sur un groupe de 50 enfants formés à la sécurité, il y en a au moins 10 qui vont harceler leurs parents tous les jours avec ça à la maison. 10 sur 50, c'est énorme. Cette ténacité, elle finit par briser les mauvaises habitudes. L'adulte capitule pour rassurer l'enfant et finit par reprendre le bon réflexe. C'est quand même majestueux de voir l'enfant rééduquer ses propres parents. Mais pour que l'enfant ramène ce savoir à la maison, il faut bien qu'il l'apprenne quelque part. Si c'est pas les parents, c'est l'école. Sauf que là, le chapitre 7 dresse un constat d'échec assez cuisant sur nos méthodes scolaires. L'école échoue. Assez souvent, oui, parce qu'ils utilisent des méthodes trop abstraites. Remplir des feuilles d'exercice en noir et blanc pour apprendre les panneaux, ça fait travailler la mémoire, mais ça crée zéro réponse émotionnelle face au danger. C'est juste de la théorie ennuyeuse, quoi. Et cette théorie, elle s'évapore à la seconde où l'enfant se retrouve dans le bruit et le chaos de la vraie rue. Alors c'est là que le livre parle d'une alternative développée par la fondation Etch. Ils ont carrément amené un nouvel outil dans les salles infos les écoles. Un programme basé sur le jeu vidéo. Et ça change tout. Parce que le jeu vidéo ramène la notion d'expérience et de conséquence, mais dans un cadre hyper sécurisé. L'enfant n'est plus passif. Il contrôle un avatar, c'est ça alors? C'est ça. Il est au volant ou il marche dans un trafic généré par l'ordinateur. Et il doit gérer des trucs complexes. Un piéton caché derrière une camionnette, une route qui glisse, un feu qui passe au rouge d'un coup. Avec la pression du chrono, comme dans la vraie vie, il doit cliquer sur sa souris en une fraction de seconde pour freiner. Et le truc magique, c'est le feedback immersif. S'il réagit trop tard, le jeu ne lui met pas une mauvaise note. L'avatar a un accident virtuel. Oh, le petit coup de stress. Exactement. Le cerveau de l'enfant sécrète un mini pic d'adrénaline. Cette association entre l'erreur et l'émotion, ça s'imprime dans la mémoire à long terme, bien plus qu'une leçon au tableau. Au fond, c'est la différence entre la théorie et l'expérience. C'est comme le vélo, tu sais. Quand tu vas monter dessus la première fois, tu vas tomber par terre. Mais oui. Parce que la théorie abstraite, ça fabrique pas de mémoire musculaire. L'équilibre, ça s'apprend en ressentant le déséquilibre. C'est le corps qui doit comprendre. Si tu donnes un coup de guidon trop fort, tu tombes. Et le cerveau corrige pour la fois suivante. Eh ben, le programme de la Fondation Etch, il crée cette mémoire musculaire de la route. En accumulant les expériences virtuellement, l'enfant gagne en assurance. Et c'est cette confiance qui va lui permettre d'ouvrir la bouche dans la voiture de ses parents. On arrive déjà au bout de notre exploration de ce 7e chapitre. Et s'il y a un truc à retenir de tout ça, c'est vraiment cette histoire de chronomètre. Le cerveau, c'est comme de l'argile fraîche qui durcit avec le temps. La date de péremption de cette argile, c'est 14 ans. C'est à cet âge-là qu'on retire le fameux tuyau de métal de la queue du chien. L'architecture est solidifiée. Et après, bonjour la galère pour changer quoi que ce soit. Il faudra lutter consciemment contre ses propres réglages par défaut. Ce qui nous amène quand même à une conclusion un peu vertigineuse sur notre rôle en tant qu'adulte. Chaque truc qu'on fait dans l'espace public, s'il y a des yeux d'enfants braqués sur nous, c'est plus juste un acte isolé. Jeter un coup d'œil à son SMS au feu rouge, c'est pas juste une petite infraction au code. Non, c'est carrément une ligne de code informatique qu'on est en train de taper directement dans le cerveau du gamin assis derrière. Un code qui va rester stocké silencieusement et qui va s'exécuter automatiquement dans, 10 ou 20 ans, quand cet enfant prendra le volant. On est les architectes involontaires des réflexes de demain. Et j'aimerais qu'on garde tous une dernière pensée en tête pour clôturer. Si nos automatismes actuels sur la route ont été programmés par les adultes de notre enfance, sans même qu'ils s'en rendent compte, quelle ligne de code invisible, là aujourd'hui, on est en train d'écrire dans la tête de la prochaine génération? Et franchement, ça dépasse largement la voiture. C'est clair, ça touche à tout. Bah oui, comment on gère un gros coup de stress dans les bouchons, comment on s'embrouille avec un voisin pour une broutille, comment on parle à la personne à la caisse du supermarché. Et les enfants absorbent tout ça aussi. Exactement. Ces réactions-là, c'est des programmes qu'on télécharge chez eux. Est-ce qu'on est en train de leur forger un tuyau en métal fait d'impatience et de stress, ou est-ce qu'on sculpte une nature basée sur le respect et la prudence? C'est une vraie question de fond. Quiconque sert de modèle, même sans le vouloir, devrait y penser sérieusement, parce que le compte à rebours tourne, et à 14 ans, on enlève le tuyau. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de nos habitudes.